on éloigne les chiffres. Parce que quand on regardera les chiffres, et je ferai une vidéo plus tard pour parler des chiffres, on se rendra compte qu'il y a une vraie démagogie autour de cette démarche. Mais dans cette vidéo, je voudrais peut-être que l'on revienne à la base et que l'on parle des deux origines de l'immigration, parce qu'il faut que l'on soit clair là-dessus. Personne n'est content de quitter les siens, de quitter le soleil pour venir dans le froid occidental pour avoir une quelconque aide. Les gens qui quittent leur pays, et il faut que ce soit rappelé, quittent leur pays avec un déchirement au cœur. Et quand ils en ont la possibilité, font le chemin inverse du retour. Mais d'où vient donc cette immigration? Qu'est-ce qui pousse les gens à quitter le soleil, la plage, les cocotiers pour venir dans le froid et parfois dans la rue sans être logés? La Libye. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion des années après. Vous perdez un État disloqué, disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Bon. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, vous... Son convoi était bombardé au moment précis où il a été tué. Pour ceux qui l'auraient oublié, l'Afrique aujourd'hui, ou du moins une grande partie du continent africain, dans la zone du Sahel, est en guerre contre le djihadisme. Le terrorisme est venu aujourd'hui endeuiller des millions d'Africains suite à une manœuvre organisée en tête de liste par la France de Nicolas Sarkozy pour venir détruire, à l'époque, le supposé grand dictateur Mohamed Kadhafi. Il s'en est suivi une déstabilisation de la Libye et derrière, bien évidemment, une déstabilisation des pays du Sahel. À l'époque de Kadhafi, l'immigration n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Il y avait certes une immigration, mais elle était contenue. Aujourd'hui, avec la déstabilisation de ce pays, mais aussi de tous les pays aux alentours, on est effectivement dans un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Donc les premiers perdants sont les Africains. C'est-à-dire qu'en gros, la France de Nicolas Sarkozy est venue, elle a déstabilisé une région, elle est repartie chez elle, et depuis lors, des millions d'Africains ne cessent de mourir. À la suite de cela, ce que l'on ne dit peut-être pas assez, c'est à quel point la vie des gens a été déstabilisée. Écoutez vous-même ce témoignage qui est assez glaçant. Rappelez rapidement votre histoire. Vous êtes arrivé en France après un très long périple. Vous êtes parti du Burkina Faso avec votre famille. Vous avez traversé la Méditerranée à bord d'un canot pneumatique et votre embarcation avait été secourue par l'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, en janvier 2021. Nejma, vous avez d'ailleurs rencontré à bord de ce bateau. Elle avait filmé ces images à ce moment-là. La mission de l'Ocean Viking, c'est sauver des exilés comme vous qui sont en détresse en pleine mer à bord de canots surchargés. C'est des embarcations de fortune, et sur ces embarcations, on les voit, il y a souvent une centaine d'exilés, des hommes, des femmes, des enfants, voire de très jeunes bébés. C'était votre cas aussi. Des gens qui viennent, comme vous, du Burkina, de Guinée, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Soudan, de partout en Afrique, avec un passage en général par la Libye, où il y a souvent des cas de maltraitance et de torture parfois. Vous avez fini par arriver en France. Vous, pour prolonger un peu la discussion qu'on avait eue tout à l'heure, pour quelles raisons vous partez? Qu'est-ce qui fait qu'on prend tous ces risques? C'est important de le dire et de le redire à chaque fois. On le fait beaucoup sur Mediapart, mais d'expliquer pourquoi on décide de quitter le Burkina Faso avec, dans votre cas, votre épouse, 2 enfants en très bas âge. Et pourquoi on prend tous ces risques? Parce que moi, particulièrement, je viens d'un pays de guerre, de conflit depuis 2015. Et la guerre était juste à ma région. Et je suis frontalier du Mali, à 90 à 100 km du Mali. Donc après, les villages ont commencé, les terroristes ont commencé à attaquer les villages jusqu'à notre village. Donc on était obligés de fuir de notre pays pour le Mali. Mais c'est encore plus grave, quand on atterrit au Mali, c'est la même guerre sur tout l'étendue du territoire malien. Donc la seule issue, c'est de Mali en Algérie. Dès que nous sommes arrivés en Algérie, dès la première ville, oui, on se sentait un peu en sécurité. Mais encore, il y a un autre problème encore en Algérie. En Algérie, il y a un moment où la police fait la chasse à l'homme.
des immigrés illégaux sur tout l'étendue du territoire. Précisément, quand j'étais à Adra, un matin, je sors, je vais à la boutique, je viens, la police casse tout le foyer, ils ramassent ma femme, mon fils de 3 ans, et les jettent tous au désert du Niger. Ils ont été dans le désert? Oui. Donc j'arrive, je vois personne. Et j'étais chez un Camerounais qui maîtrisait bien où on les déposait. À Samak. Donc à Samak, maintenant, lui, il appelle, il dit non, ils ne sont pas encore arrivés. Donc on est resté isolés pendant 3 semaines avant qu'il ait les nouvelles de ma femme dans un centre d'accueil d'immigration, dans le désert. Pas d'eau, pas de nourriture, et rien. Donc j'étais obligé de travailler au noir pendant ces 3 semaines, payer l'argent au gars pour faire remonter ma femme. Et on est resté là pendant quelques mois, travailler, avoir l'argent, et je voyais que l'Algérie n'était pas un lieu sûr pour nous. Vous auriez pu rester en Algérie oui, si ça s'était bien passé? S'il y avait la paix, il n'y avait aucun problème. Mais on est rentré sur le sol algérien illégalement. Mais l'Algérie n'était pas sûre pour nous parce que chaque fin de mois, il y a la chasse à l'homme. Ils cassent des foyers, ils attrapent les gens, que ce soit femmes, enfants, ils jettent dans le désert. Et d'autres meurent de faim et de soif. Et de soif, oui. Donc on était obligé de faire 7 mois en Algérie, travailler un peu et progresser vers la Libye. Donc durant tout notre parcours, pas de paix en Afrique de l'Ouest ni Afrique du Nord. En Libye, c'est les tirs du soir jusqu'au matin. Et souvent, on arrive, on casse le foyer, on fouille, on pille. Et souvent, on vous prend, on vous met en prison, vous repayez et vous ressortez. Et c'est comme ça. Et je suis resté dans une ville en Libye où c'était vraiment très compliqué. On commence les tirs à 18h jusqu'à 6h du matin. Et c'est tous les jours. Et souvent, vous vous réveillez le matin, vous apprenez qu'il y a eu 5 morts et 6 morts. Des tirs qui visent les exilés? Bon, c'est des tirs qui souvent, il y a des combats intenses. Okay. Entre la il y a police, des combats, oui, il y a beaucoup de morts. Fois, oui, il y a beaucoup de morts, ça ne vise pas que ça soit il y a aussi immigré. des milices mafieuses. Oui, oui, et ce qui vise les immigrés souvent, ouais, c'est l'agression et les prisons. D'accord. Et vraiment, la Libye aussi n'était pas un lieu sûr. Et ma femme, elle était enceinte. Et on est resté camouflés pendant un bon moment jusqu'à ce qu'elle accouche, par césarienne. Et l'accouchement a été très compliqué pour nous. Et après ça, et ma femme m'a dit, mais si on ne quitte pas là, et moi je vais mourir. Parce que d'abord j'ai la peur, stress, des tirs, et c'est insupportable. Et donc vous partez? Donc maintenant, on trouve un réseau qui font traverser les gens dans la Méditerranée. Mais j'ai dit, c'est risqué pour une femme qui vient de faire une césarienne d'1 mois. Elle dit, mais il faut tenter ta chance de survie que de rester mourir. Parce que de toute façon, on survivait, on ne vivait même pas. C'est une survie. Et donc on est, pour cette raison-là... On risque notre vie. Si on est sauvé, on est sauvé. Si on est mort, au cas contraire, on était déjà mort, quoi. Souvent, on a peur de mourir quand on vit, quoi. Mais de toute façon, nous, on ne vivait pas. Donc, un Zodiac de 9 mètres qui embarque 124 personnes. Et le jour où on a décollé à 3 convois, et il y a un qui est resté sur place, et des autres se sont dispersés. Et c'est nous que l'océan Viking a pu sauver. Et ma fille avait seulement 1 mois. Et dès que nous sommes arrivés en Italie, on voulait s'installer. Je lui ai dit non, ça va. L'essentiel, c'est de fuir les guerres, les conflits. Il faut être en paix. Moi, je suis resté en Italie pendant 7 mois. C'est quand même un sacré paradoxe que la Libye pousse autant de personnes à prendre la mer à cause de toutes les violences dont vous faites l'objet là-bas, alors que l'Union européenne finance elle-même la Libye, justement, pour intercepter les bateaux en mer. Ça arrive. Ah, oui. Vous avez dû en entendre parler des interceptions en mer très régulièrement. C'est paradoxal quand même. Mais ça, les gens ils savent clairement, ils n'ont pas le courage de le dire. Avant la guerre, en Libye, les gens ne traversaient pas comme ça. La Libye était un lieu sûr. Les gens y travaillaient, ils gagnaient leur vie. Mais maintenant, il y a la guerre en Libye. Et tous ceux qui se retrouvent en Libye, ils n'ont pas la tête tranquille. Comme vous venez vous-même de l'entendre, la guerre en Libye de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement de l'époque a juste complètement déstabilisé des familles entières. Des personnes comme ce monsieur se sont retrouvées sans endroit où ils pouvaient être en sécurité. Et il vous l'a lui-même dit, il n'avait jamais rêvé de venir en France. Il se retrouve à déménager de pays en pays en fuyant la guerre avec sa femme et ses enfants, au point où risquer la Méditerranée pour lui devenait un choix
évident. Parce que vous vaudrait mieux risquer de mourir plutôt que d'attendre une mort certaine, provoquée par des djihadistes. Et ça vient d'où? Ça vient, il faut le rappeler ici, de la guerre que Nicolas Sarkozy et à l'époque Barack Obama ont menée, avec bien évidemment la validation, comme d'habitude, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour pouvoir ramener la paix. On a bien vu ce que la paix qui nous avait été promise donne aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs pourquoi les personnes qui sont derrière ce genre de choses ne sont pas convoquées à la Cour pénale internationale, vu que celle-ci est supposée juger ce genre de crime. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un point très important qu'il faudrait que les uns et les autres n'oublient jamais. L'Afrique aujourd'hui est déstabilisée et on le subit aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, dans d'autres pays, au Tchad, parce qu'un jour, un président français a décidé, avec le concours de ses amis, qu'on allait détruire un autre président africain. Et en faisant ceci, on a approvisionné la zone d'armes, parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé. On a livré tellement d'armes dans la région que ces armes, bien évidemment, ont fait aujourd'hui le bonheur des djihadistes, qui se sont d'ailleurs formés en plusieurs groupes, parce qu'on a plusieurs groupes de terroristes désormais en Afrique qui opèrent. Et en plus, derrière, quand les pays africains veulent combattre ce terrorisme, on leur met les bâtons dans les roues. On leur dit qu'ils ne doivent pas coopérer avec tel ou tel autre. Il y a des bonnes personnes avec qui on doit lutter contre le terrorisme et des mauvaises personnes. Bref, voilà la situation de base telle qu'elle a été présentée. Deuxième cause que l'on semble oublier, c'est le pillage systématique du continent africain opéré par les multinationales occidentales. Je pense que les gens ne se rendent peut-être pas compte à quel point les chiffres sont alarmants. On dit qu'en à peine 10 ans, l'Afrique a perdu plus de 1000 milliards en fraude et évasion fiscale opérée par les multinationales. Un pays comme la Côte d'Ivoire, entre 2001 et 2010, s'est vu perdre près de 30 milliards de dollars en évasion fiscale. Oui, les multinationales occidentales, au rang desquelles des multinationales françaises, font un argent très, très, très sale en Afrique. On a découvert notamment, dans plusieurs archives maintenant, que beaucoup d'entreprises françaises, notamment à l'époque d'Elf, ne payaient quasiment pas d'impôts dans plusieurs pays africains. On a ponctionné les économies africaines pendant des dizaines d'années. On les a saignées à blanc, faisant donc que ces pays soient dans un développement quasi impossible, créant donc des conditions invivables pour les populations qui, derrière, ne cherchent bien évidemment qu'un avenir meilleur. Je rappelle que l'immigration n'est pas le propre des Africains. Quand on regarde un tout petit peu l'histoire, l'être humain a toujours voulu aller là où il pouvait trouver des conditions plus favorables pour son épanouissement. Pendant longtemps, les Européens ont immigré par vagues aux États-Unis. Pourquoi? Les Irlandais, les Italiens, parce qu'ils allaient à la recherche d'un avenir meilleur. Si un être humain ne se sent pas à un endroit, dans un cadre dans lequel il peut se développer, il est bien évidemment de sa responsabilité de pouvoir se déplacer pour aller chercher un meilleur avenir ailleurs. Et cela ne devrait pas lui être interdit. Malheureusement, aujourd'hui, on présente des Africains comme étant des gens qui viennent mendier le pain en France, comme étant des gens qui viennent pour se battre pour avoir quelques aides. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la France a joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans l'appauvrissement des pays africains. S'il fallait que l'on regarde l'histoire, elle parle d'elle-même. La France a combattu, a tué plusieurs leaders d'opinion, plusieurs hommes politiques africains qui se battaient pour une indépendance réelle, pour mettre à la tête des États des pions factices qui permettra à la France de continuer de pouvoir bénéficier des ressources africaines, d'avoir des gens qui permettra à la France de pouvoir imposer ses règles sur ces pays-là quand et comme elle voudrait. Voilà la réalité de l'histoire. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que les Africains qui viendraient en France viendraient comme cela par enchantement pour venir bénéficier d'une aide pour se soigner. Mais je le rappelle, personne ne quitte la chaleur, personne ne quitte les plages pour venir se mettre dans 6 mois de froid par plaisir, en quittant les siens et en se coupant de sa famille par plaisir. Ce n'est jamais un plaisir. Je pense que c'est important de le rappeler en introduction. Je dis introduction parce que je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet de la loi anti-immigration. On va en parler dans le détail parce que malheureusement, parfois certaines personnes pensent que le silence signifie qu'on est d'accord. On n'est absolument pas d'accord. C'est une loi injuste, c'est une loi raciste, comme on va le voir dans les prochains épisodes. Vous, qu'est-ce qu'elle vous invoque?
Que pensez-vous des éléments que vous avez déjà pu lire sur cette loi? Si vous n'êtes pas au courant et que vous le découvrez dans cette vidéo, je vous le rappelle, la France vient de voter au Parlement une loi anti-immigration. Écoutez déjà le nom de la loi, anti-immigration. Quand on sait tout ce que l'immigration apporte à la France, c'est juste choquant. C'est choquant. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'autres vidéos.